on t'entend. D'accord. Alors, bonjour à tous et tout d'abord, bienvenue. Nous vous remercions d'assister à cet événement organisé par Expat Dakar Jobs. Alors, je suis Fatoumata, junior recruteur au sein d'Expat Dakar Jobs et comme je vous l'ai dit précédemment, je serai la modératrice de cet échange. Alors, ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'Expat Dakar Jobs est né de la combinaison de la catégorie emploi d'Expat Dakar et du cabinet de recrutement TATC Sénégal. Nous avons donc plusieurs services, des activités de recrutement en tant que cabinet de recrutement, mais aussi une plateforme sur laquelle nos clients, qu'ils soient des recruteurs, que ce soit des entreprises ou encore des particuliers, peuvent venir poster leurs annonces, recevoir les meilleurs CV, mais aussi booster leur visibilité. Alors, nous savons tous que nous sommes actuellement dans un contexte assez particulier, un contexte de crise, et nos activités sont perturbées au quotidien. Alors, en ce sens, les activités de recrutement ne dérogent pas à la règle, et c'est ce qui nous a motivés aujourd'hui à organiser ce webinaire en collaboration avec vous, RH, recruteurs ou encore professionnels du digital, afin qu'on puisse échanger sur la thématique qui est COVID-19 et recrutement, comment entièrement digitaliser les processus. Donc, comme nous vous l'avions annoncé, nous avons aujourd'hui trois grands invités, trois intervenants qui pourront nous éclairer sur nos différentes interrogations par rapport à la situation du recrutement en ce moment. Alors, notre première intervenante sera Raki Ndoye. Raki qui est serial recruteur, qui est chasseuse de tête et qui n'est plus du tout à présenter. Elle a eu à évoluer dans de grands cabinets tels que Valoris ou encore Topwork. Donc, Raki va nous parler aujourd'hui de comment continuer à recruter en cette période de crise. Après l'intervention de Raki, Djibril va prendre la parole. Djibril, qui est le CEO de Digital In. Digital In est une plateforme qui allie l'intelligence artificielle et le matching affinitaire pour faciliter le recrutement. Djibril va donc aborder avec nous, il va plus nous expliquer ce qu'est le matching affinitaire, comment le matching affinitaire peut nous être utile en cette période de COVID-19 et est-ce qu'il y a aussi d'autres outils que nous pouvons utiliser aujourd'hui pour faciliter nos processus de recrutement. Alors, notre troisième et dernier intervenant sera Jules Faye. Jules Faye qui est aujourd'hui consultant en recrutement, qui a aussi exercé en tant que gestionnaire RH dans plusieurs entreprises de la place. Il est aujourd'hui axé sur la digitalisation des procédures administratives. Et Jules va nous en dire un peu plus sur comment se passe l'intégration des nouvelles recrues en cette période de pandémie. Alors, avant de laisser la parole à Raki, je tiens à préciser que l'ensemble des participants à ce webinaire peuvent directement poser leurs questions en bas de la vidéo. C'est à droite en bas, ils peuvent poser leurs questions et nous aurons 20 minutes à la fin de ce webinaire afin que les trois intervenants puissent répondre aux questions. Voilà. Donc, Raki, bonjour. Bonjour, Fatoumata. J'espère que tu te portes bien. Ça va très bien, merci. Et toi? Ça va très bien, merci. Alors, Raki, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à comment se porte le recrutement en cette période difficile? D'accord. Merci beaucoup, Fatoumata, déjà pour l'opportunité. Je tenais à remercier Expat pour m'avoir invité en fait à ce webinaire et également dire bonjour à mes collègues, Djibril, Jules. Je suis enchantée aujourd'hui de pouvoir partager avec vous cette plateforme pour parler de tout ça. Donc, pour répondre à la question, comment se porte le recrutement en cette période, déjà, bon, pour faire un petit, on va dire, bilan sur comment se passe le recrutement en général en termes de tendance dans l'année. Je vous cache pas qu'en général, on a des pics d'activité principalement en fait dans le premier semestre de l'année et le dernier trimestre de l'année.
Donc, en général, voilà, vous allez voir beaucoup, beaucoup de demandes de recrutement à partir de janvier, etc. Et vers la fin de l'année, parce que voilà, les budgets sont votés, les personnes veulent, on va dire, terminer l'année et boucler l'année avec les nouveaux collaborateurs. Donc, par rapport au Covid-19, déjà, l'Afrique, de manière générale, et le Sénégal a été impacté vers, on va dire, début mois de mars. Donc, sur cette tendance, on avait quand même un pic d'activité assez important à partir de janvier jusqu'à mars. Et on a senti plus ou moins un ralentissement à partir de mi-mars. Donc, vraiment, les entreprises n'ont pas été très frileuses au début. Donc, quand ça a commencé à attaquer l'Europe, l'Asie, qu'on voyait qu'il y avait voilà, des mesures de confinement à l'international, il y avait toujours des demandes. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un ralentissement de l'activité. On ne peut pas dire qu'il y a un arrêt, par contre. Hein. Donc, on sent que les entreprises commencent en fait à mettre en suspens les postes non essentiels, je veux dire, les recrutements dont ils peuvent se passer. Mais il n'y a pas un arrêt total. On a toujours des demandes jusqu'à présent pour des recrutements stratégiques qui restent d'actualité et sur lesquels voilà, nous avons des demandes. Et bien évidemment, tout le temps, ce que vous devez comprendre, c'est que quand voilà, un recrutement est en marche, il faut compter un mois pour que ça se concrétise en général. Hein. Et ça, c'est peut-être voilà, l'un des meilleurs délais. Un mois pour que ça se concrétise vraiment sur un poste. Donc, pour le moment, les cabinets sont impactés, mais on ne peut pas aujourd'hui se projeter à long terme. À court terme, il y a un ralentissement, mais à long terme, voilà, ça, bien évidemment, il y a beaucoup de données à prendre en compte, politiques, socio-économiques, et il y aura forcément un impact à long terme. Mais pour le moment, il y a un ralentissement, pas un arrêt total. Voilà. D'accord. D'accord, Haki. Alors, concernant les processus, qu'est-ce qui a vraiment changé? Par exemple, pour les entretiens physiques, qu'est-ce que vous utilisez pour pallier aux entretiens physiques? Voilà, en fait, tout dépend du business model, d'abord du cabinet. Nous sommes vraiment, depuis, je vais dire, depuis 2 ans, nous sommes très, très digital. Aujourd'hui, 80% aujourd'hui de nos recrutements et de nos processus de recrutement se font sans rencontrer aucun des candidats, je ne vous le cache pas, en physique. 80% du processus se fait en amont et quasiment l'entretien physique, on va dire, est vraiment on va dire le processus final. Donc, nous, on a choisi ce business model-là dès le début. D'abord, voilà, au niveau, bien évidemment, de l'annonce, de tout ce qu'il y a à faire, on diffuse beaucoup via les réseaux sociaux. Après, quand on fait une présélection, nous faisons des entretiens téléphoniques très, très poussés. Donc, nous, notre business model, il est basé sur ça pour gagner du temps, gagner de l'énergie, aussi ne pas déplacer le candidat à faire 150 aussi, je vais dire, entretiens. C'est assez prenant pour le candidat, pour nous, en termes de logistique, de déplacement. Donc, nous, notre business model, à la base, il était basé sur ça. Et il nous est arrivé, même en interne, aujourd'hui, de recruter. On a eu 2 chargés de recrutement qu'on a recrutés voilà, à distance en utilisant les outils numériques, tout simplement, et en utilisant aujourd'hui tous les outils permettant de faire on va dire, le recrutement à distance. Donc, il n'y a pas un changement énorme pour nous, vraiment en toute honnêteté. Le changement, il est sur la partie finale, l'entretien physique. Là, on a plus, en fait, voilà, privilégié l'entretien via justement les outils comme Google Hangout, comme Zoom, comme Skype. On fait vraiment des entretiens à distance et on a en fait, on a déjà l'habitude, on a cette culture-là dans notre structure et on ne rencontre des candidats que sur des postes vraiment où l'entretien physique reste primordial. Il y a certains postes malheureusement où l'entretien physique reste primordial et à ce moment-là, bien évidemment, nous prenons en compte toutes les mesures on va dire, toutes les règles aujourd'hui qui sont mises en place. Voilà, respecter les règles de distance, mettre à disposition de nos visiteurs d'ailleurs de manière générale et du candidat du gel antiseptique, avoir nos masques, etc. Donc pour nous, il n'y a pas eu réellement un énorme changement en termes de culture d'entreprise. Il y a juste eu un ajustement. D'accord, d'accord. Donc si je résume un peu ce que tu nous as dit,
le COVID-19 n'a pas vraiment eu d'impact sur votre processus parce que vous étiez déjà assez digital. À part les postes stratégiques, vous n'utilisez pas vraiment les entretiens physiques. On utilise des entretiens physiques. Hein. L'entretien physique reste quand même on va dire, un point incontournable d'un processus de recrutement en général. Mais nous l'utilisons, je vais dire, pour finaliser, pour concrétiser le potentiel d'un candidat. Donc aujourd'hui, un candidat, avant nous qu'on le reçoive, on fait des entretiens téléphoniques où nous validons les aspects vraiment techniques, les aspects liés au savoir-faire, à l'expérience, etc. Et quand nous le recevons en entretien physique, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, l'entretien physique reste crucial parce qu'il y a des aspects liés au savoir-être que l'entretien, on va dire, à distance peut ne pas montrer. Mais aujourd'hui, avec les outils, comme je vous l'ai dit, avec Skype, avec Google Hangout, aujourd'hui, quand on fait un entretien à distance, nous préparons bien évidemment le candidat et nous lui faisons comprendre que ça vaut un entretien physique. Hein. Donc, nous nous préparons à ce que le candidat soit connecté bien avant. Donc, comme si aujourd'hui il venait en entretien physique, on s'attend à ce qu'il arrive à l'entretien à l'heure, qu'il se connecte à l'heure, qu'il prenne toutes ses dispositions, être dans une salle voilà, où il ne sera pas dérangé, etc. Tous ces aspects-là peuvent être pris en compte lors de l'entretien, mais pour nous, il n'y a pas eu un changement, c'est-à-dire une révolution. C'est pas pour nous une révolution, c'est un ajustement. Et pour nous, un cabinet, justement, il doit être dans une capacité à être flexible et à s'ajuster au, voilà, à l'imprévisible comme le Covid-19. D'accord, d'accord. Alors, Raki, dis-nous, est-ce qu'on peut savoir, par exemple, quel peut être le ressenti d'un candidat si l'entretien est fait à distance? Effectivement, l'entretien à distance demande aussi une préparation. Hein. Il faut préparer et rassurer le candidat. Aujourd'hui, nous, dans notre manière de procéder, déjà, on va dire, je ne vais pas donner peut-être d'autres exemples par rapport à d'autres cabinets, mais beaucoup de candidats ne sont pas forcément habitués à notre méthode, nous, de travail, c'est-à-dire faire des entretiens téléphoniques très poussés. Donc, même dans notre méthode de chasse, hein, parce qu'un candidat aujourd'hui qui ne vous a jamais rencontré, qui ne vous a jamais vu, qui n'a jamais entendu parler de votre cabinet, il est très difficile de lui, voilà, de lui faire parler de son expérience quand vous êtes à distance et quand vous ne l'avez jamais vu. Donc, l'objectif, en fait, c'est de rassurer le candidat via des méthodes et via, on va dire, un professionnalisme aussi, une manière de faire et notre manière de communiquer pour que le processus soit très transparent à son niveau et que même s'il fait le recrutement à distance, il sache qu'aujourd'hui, toutes les informations qu'on lui a données sont très transparentes. Donc, l'approche est assez importante, l'approche avec le candidat, vraiment le rassurer au maximum, lui donner le maximum d'informations, être très transparent. Nous sommes très transparents dans notre manière de présenter, une présentation très claire du client, de notre cabinet, de ce que nous faisons, des mails très clairs aussi. Tout le suivi est fait avec voilà, des mails au fur et à mesure de toute l'expérience, des liens rattachés au site, par exemple, de l'entreprise ou des liens rattachés à notre plateforme permettant de retrouver les recrutements, un feedback régulier, une information régulière par rapport au candidat, lui donner un feedback aussi transparent et clair sur le processus, où est-ce qu'on en est que c'est suspendu, est-ce que les choses avancent, etc. Et la plupart du temps, les gens sont réceptifs quand ils sont rassurés par rapport à ce processus-là. Donc, comme je vous l'ai expliqué, il nous est arrivé très, je vais dire, nous déjà en interne, nous avons 2 chargés de recrutement qui nous ont rejoints, qui n'ont jamais visité les locaux, qui ne connaissaient pas, mais qui étaient à distance, qui étaient au Maroc ou en France. Donc, chez nos clients également. En général, bien évidemment aussi, ils vont plus se renseigner. Mais on recommande tout le temps quand même. Vraiment, l'entretien physique reste quand même important, crucial, parce que l'environnement de travail est important. Toutes ces choses restent voilà, essentielles. Et effectivement, le candidat peut ne pas être rassuré à 100%. Mais quand on fait un recrutement de manière générale, même quand on fait l'entretien physique, quand on rejoint un nouveau poste, on n'est jamais rassuré à 100%, je pense. D'accord, d'accord. Alors Aki, pour conclure, est-ce que toi aujourd'hui tu penses qu'à la fin de cette crise,
nous, vous, en tant que cabinet, ou nous aussi, en tant que professionnels du RH, nous pourrions opter pour une digitalisation complète des processus de recrutement? Je pense que de manière générale, hein, aujourd'hui, en dehors de cette pandémie, euh, les cabinets, de manière générale, devraient repenser leur business model et passer sur quelque chose de beaucoup plus optimal. Aujourd'hui, vous allez le voir en France, dans les pays étrangers. Par exemple, voilà, via mon expérience, moi, aujourd'hui, je viens d'un cabinet en France où tous les entretiens se faisaient via entretien téléphonique. On ne rencontrait jamais les candidats. On ne les voyait jamais, donc on ne pouvait même pas valider leur identité. Et pourtant, on les présentait à des clients comme ça. Il y a des cabinets qui marchent comme ça à l'étranger qui ne font que des entretiens téléphoniques et ils ne valident les candidats. Donc, nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas peut-être encore à ce niveau-là parce que voilà, il y a beaucoup de choses aussi à prendre en compte. Il faut valider l'identité du candidat. Il faut être prudent aussi. Ça passe par des contrôles de référence, des tests aussi digitalisés. Mais de manière générale, nous pouvons, voilà, nous pouvons en fait très rapidement passer à des business models permettant. Aujourd'hui, tous les outils sont là pour pouvoir en fait pallier à ces manquements. Donc, vous avez Google Hangouts et comme je dis, les tests aujourd'hui, vous avez des tests à distance. Vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, on peut vraiment digitaliser quasiment, je ne vais pas dire 100%, quand même, je vais laisser une petite marge. Je vais dire à 80%, 90%, on peut digitaliser un processus de recrutement. D'accord, ok, d'accord. Merci beaucoup pour cette intervention. Je pense que des questions te seront posées à la fin. D'accord. Alors, nous allons passer à Djibril. Djibril, comment tu vas? Ça va très bien, merci Fatoumata, ça va très bien. Ça va, j'espère que tu te portes bien en cette période. Oui, confiné totalement depuis 3 semaines, donc tant qu'on n'a pas moisi, tout va bien. Mais voilà, c'est assez compliqué, mais bon, on est quand même assez occupé et alhamdoulilah, on est en bonne santé aussi. D'accord, d'accord. Assez rapidement, donc, Djibril, lors de ta présentation, nous avons dit que tu es le CEO de Digital In. Alors, Digital In fait dans le matching affinitaire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ce qu'est le matching affinitaire? D'accord, bon, peut-être je vais commencer par dire ce que nous sommes d'abord Digitaline et pourquoi peut-être très rapidement. Alors, Digitaline, c'est une solution, hein, c'est un outil. Raki en a beaucoup parlé des outils aujourd'hui digitaux. Aujourd'hui, les outils digitaux sont incontournables. Hein. On peut confier un recrutement à quelqu'un qui a 10 000 kilomètres en fait de son pays d'origine, donc le pays du recrutement. Donc, les outils digitaux le permettent. Donc, nous aussi, il y a quelques années, moi, en tant que chasseur de tête, j'étais assez frustré parce qu'en dehors de LinkedIn, je n'avais pas forcément en fait un outil qui me permettait de précisément satisfaire les besoins de mes clients. Donc, parce que j'étais sur des profils top middle management. Et il faut savoir que les profils top middle management, ils sont essentiellement sur LinkedIn. Ils sont pas forcément dans les plateformes que l'on connaît, hein, que je vais pas forcément citer. Mais voilà, il y avait une frustration à ce niveau-là. Mais pour moi, c'était effectivement pour avoir une valeur ajoutée en tant que cabinet ou en tant que chasseur de tête, il faut avoir un outil. Hein. Les outils nous permettent d'aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, les outils les plus communément admis en France par tous sont des outils qu'on appelle des ATS. Hein. C'est des systèmes de tracking system qui permet en fait de suivre en fait on va dire le processus de recrutement, hein, entretien, etc., etc. Donc c'est assez répandu. Mais moi, en tant que chasseur de tête, j'ai toujours utilisé des tests d'évaluation. Pourquoi? Parce qu'au-delà des aspects techniques, quand on recrute une personne, on recrute une personne avec son histoire. Et moi, bon, je suis forcément déformé parce que j'ai fait des études en psychologie. Moi, j'étais toujours très axé sur la compréhension de la personne qui est en face de moi, au-delà des aspects techniques. Et vu que dans les pays occidentaux, ils sont assez développés sur cette partie, aujourd'hui, tous les DRH que vous rencontrez, même au Sénégal, partout en Afrique, ils vous parlent des soft skills. Les soft skills par opposition des compétences douces, transversales, par opposition aux hard skills, qui sont les compétences techniques. Et il se trouve, en fait, que des études ont montré partout dans le monde que en période de crise, de difficulté, dans un environnement super concurrentiel, c'est pas les hard skills qui nous permettent, en fait, justement, d'aller au-delà, de surpasser, de remonter, etc. La gestion de stress, c'est pas forcément mes compétences techniques quand je suis commercial ou quand je suis développeur. Hein, ok. Et donc du coup, il faut bien évidemment du coup s'appuyer sur des tests, sur des évaluations. Et donc nous, on a décidé
On a fait une recherche quand même assez assez poussée ici en France. On a contacté des entreprises qui avaient on va dire, qui avaient déjà développé ce genre de solution. Et l'idée m'est venue de par ma déformation dans mes études de dire, OK, le matching affinitaire, je pense que c'est quelque chose qui peut correspondre. Et aujourd'hui, toutes les entreprises et les plus grandes plateformes qui existent aujourd'hui sur le marché en France, APEC, Monster, ils utilisent le matching affinitaire. C'est-à-dire, c'est quelque chose aujourd'hui que l'on peut pas ne pas utiliser. Et donc, du coup, nous, on s'est dit tout simplement, oui, on va aller vers ça. Et le matching affinitaire, c'est quoi? Le matching affinitaire, c'est juste, en fait, la détermination, la mise en relation d'une personne par affinité. Alors, il faut savoir qu'historiquement, le matching affinitaire vient des sites comme Mythique. OK? C'est la détermination de la correspondance entre deux personnes sur la base des valeurs, etc., etc. Donc maintenant, on a deux personnes, mais l'une des personnes, en fait, c'est en réalité une entreprise. Qu'est-ce qu'on détermine? On détermine les valeurs et surtout les soft skills que l'entreprise attend sur un poste donné. Donc nous, on a décidé avec nos partenaires ici en France de réfléchir à ça et on n'a pas réinventé la roue, hein, on n'a pas cette prétention, mais Digitaline aujourd'hui, c'est une plateforme qui permet de déterminer le taux de correspondance, le degré de correspondance. Comment ça se passe? C'est que les entreprises, cabinets ou autres, et une fois qu'ils ont identifié leur profil, ils le basculent sur Digitaline. Ils ont la possibilité, par exemple, de déterminer ce qu'ils attendent en termes de soft skills, ok, et en termes de culture, parce qu'on fait une diagnostic de la culture, donc pour déterminer la culture fit entre l'entreprise et le candidat. Et c'est des évaluations. Du coup, après, il y a des algorithmes derrière, donc c'est de l'intelligence artificielle. Pour une part, il y a des algorithmes qui vont faire des calculs élaborés pour déterminer le taux de correspondance. Donc, ce que nous faisons actuellement, ce que nous sommes en train de préparer et qui va voir le jour, si tout se passe bien, Inch'Allah, au cours de l'année 2020, malgré le Covid, c'est d'apporter le matching affinitaire pour la partie mobilité et la formation. Ça a été notre souci dès le départ. Et d'ailleurs, quand on a fait notre lancement au Sénégal, il a été beaucoup question de la mobilité, etc., etc. Donc, c'est ce qu'on utilise. Pour nous, il est important d'innover. On va pas réinventer la roue, mais il est important, au-delà des outils qui existent, le digital est percutant et déterminant. Tout le monde l'utilise et surtout dans ce genre de situation, on le voit. Hein. Mais notre souci à nous, c'est de mettre le capital humain au centre du processus. Ok, c'est galvanisé, c'est dit souvent, mais tant qu'on n'a pas, moi je suis d'accord avec beaucoup de choses que Raki a dit, hein, mais quand on ne va pas au-delà des aspects techniques, le recrutement, il faut savoir, et je vais m'arrêter pour te laisser peut-être poser ta deuxième question, un échec dans le recrutement, ça coûte beaucoup d'argent. Ok, ça coûte beaucoup d'argent. En France, par exemple, ça coûte entre 50 000, 20 000 et 100 000 sur l'année. Hein. Donc, ça a beaucoup, le temps, c'est de l'argent. Donc, ça coûte beaucoup d'argent. Et donc, nous, notre souci, c'est d'apporter à l'entreprise à la fin des fins, et c'est pour cela, et je suis totalement d'accord avec Araki, l'entretien demeure quand même important à la fin du processus. Ok? Parce que moi, j'aime bien voir la tête de la personne que je vais placer des fois. Donc, heureusement qu'il y a il y a des outils Hangout, etc., etc. Donc, la problématique de Digitaline, c'est comment aider les entreprises à réduire ce taux d'échec. Donc, déjà, on va enlever tout ce qui constitue, tout ce qui n'est pas de valeur ajoutée pour le recruteur. Le sourcing, voilà, le tri de CV, tout ça, c'est assez compliqué, c'est assez réverbatif et voilà. Donc, voilà ce que je peux te dire pour débuter. Après, je vais apporter plus de précision peut-être par la suite. D'accord, Djibril, d'accord. Alors, pour ne pas dépasser le temps imparti, alors, assez rapidement, quel outil préconises-tu au-delà du matching affinitaire pour faciliter le recrutement? Alors, franchement, moi, je suis un peu embêté par cette question. Hein. Il faut utiliser les outils digitaux qui existent. Ça permet déjà de gagner beaucoup de temps. Et il y en a pas mal hein, au Sénégal. Hein. Il y a des outils digitaux qui existent déjà. Après, les plus connus, on les connaît. Hein. Il y a, par exemple, Neurojob, il y a Julia, il y a beaucoup d'autres outils. Moi, le souci, et c'est pour ça que nous, on a cherché à se différencier, c'est que ces outils-là ne me donnent pas forcément des éléments de précision au-delà du CV technique. Et moi, c'est ça qui me gêne. Parce qu'au-delà, je veux gagner du temps, donc je veux faire passer des évaluations très rapidement pour qu'en en rien de temps, je puisse avoir des informations dont j'ai besoin avant de l'envoyer chez mon client. Parce que mon souci, pour moi, c'est d'apporter un shortlist qui correspond qui se rapproche en tout cas du mouton à 5 pattes. Ok? Donc, il y a beaucoup d'outils qu'on peut utiliser. Il faut aller vers le digital pour faire du recrutement. Si on ne fait pas de digital, c'est un peu compliqué. Donc, il y en a beaucoup, hein, comme je viens de citer. Mais notre souci à nous, encore une fois, c'est de donner à l'entreprise des infos, parce que les outils, et je termine dessus,
on veut que ces outils, et c'est pas qu'on veut, c'est pas moi qui les a inventés. Ce sont des outils d'aide à la décision. Ok, donc comment aider l'entreprise à réduire le taux, en fait, tous les billets dans le processus de recrutement et l'aider à mieux recruter. Donc, pour ne pas qu'il perde de l'argent, etc. Maintenant, on va étendre ça sur la partie mobilité, formation, comment déterminer ce que l'entreprise a vraiment besoin en termes sur la base des références de compétences, bien évidemment. D'accord. Merci beaucoup, Djibril. Merci pour cette intervention. Je pense que nous en savons tous en plus par rapport à ce qu'est le matching affinitaire aujourd'hui et ce que le matching affinitaire peut bien sûr apporter au recrutement. Alors, nous allons laisser la parole à Jules Faye. Jules, vous êtes là? Oui, je suis là. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Comment vous allez? Ça va? Oui, ça va bien, merci. Oui, ça va, tout se passe bien. D'accord. Alors, Jules, en tant que consultant en recrutement aujourd'hui, comment se passe l'intégration de vos nouvelles recrues au sein de l'entreprise? Bon, il faut savoir qu'en cette période déjà, donc il y a beaucoup de recrutements qui sont gelés, qui sont en stand-by. Donc, tout ce qui se fait comme recrutement et intégration, cela concerne des postes qui sont vraiment, soit des postes opérationnels ou des postes qui sont vraiment indispensables. Donc, en ce qui concerne ces postes, c'est des postes qui, pour la majeure partie du temps, ne peuvent pas se faire à distance, ne peuvent pas exercer à distance. Ils sont obligés d'aller intégrer l'entreprise. Donc, nous, ce qu'on fait essentiellement, c'est que d'abord, une fois que la contractualisation est faite en ligne et tout, donc il y a tout ce qui est onboarding qui commence avec les mails, les welcome mails à toute l'organisation. Donc, le profil, la biographie de la nouvelle recrue est partagée à toute l'organisation. Une visioconférence, un call conférence est organisé pour présenter d'abord la personne à son équipe, à l'organisation et voilà, à ses managers. Donc, histoire de discuter, faire une prise de contact et tout. Et après cela, il y a aussi ce qu'on appelle la visite d'entreprise. Donc, une visite d'entreprise un peu carabinée parce que au moins 80% du personnel sont à la maison. Donc, il n'y a que vraiment les personnes qui sont indispensables, qui doivent vraiment être présents, qui sont là-bas. Donc, cette visite aussi se fait tout en respectant les conditions et mesures HSE et tout, comme l'avait si bien dit Rakindoy. Donc, une fois que cette intégration est faite, donc pour ceux qui vraiment doivent être au bureau, donc il y a ce qu'on appelle les welcome packages. Donc, c'est des packages qu'on leur donne. Il y a tout ce qui est documentation sur l'entreprise, leurs outils de travail et surtout parfois des cadeaux, des gifts, tout ça que l'entreprise met à leur disposition. Voilà, c'est ça. Maintenant, il faut savoir que pour ceux qui sont chez eux, ces welcome packages leur sont envoyés déjà. La deuxième chose, c'est que leur manager planifie plusieurs réunions à distance avec l'équipe, avec les personnes qui leur sont assignées, parce qu'il y a dans certaines organisations, il y a ce qu'on appelle le phénomène de mentor et le phénomène du buddy, c'est-à-dire une fois que tu es une nouvelle recrue, on t'assigne quelqu'un qui sera ton mentor, qui sera chargé de t'orienter dans tes différentes démarches au sein de l'entreprise. Il y a aussi ce qu'on appelle un buddy, c'est-à-dire ce qu'on appelle un coéquipier ou un binôme qui sera chargé de t'aider dans certaines missions pour que vraiment tu puisses prendre tes marques dès le début. Donc, toutes ces choses-là sont déjà planifiées, déjà envoyées par mail parce que l'adresse mail du candidat est créée bien avant son intégration. Donc, une fois qu'il est là, il a déjà dans son schedule, son agenda, il a déjà tout ce qui est planifié. Donc, il ne fait que participer à des réunions, à des call conférences, voilà, avec les outils qui ont été stipulés ici, comme Zoom, comme Google Hangout.
il y a aussi Skype Business et tout. Donc, c'est des outils qu'on peut utiliser pour bien tenir des réunions en entreprise à distance. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu à votre question. S'il y a aussi d'autres précisions que je peux apporter aussi, merci de me les faire parvenir. Il me semble qu'elle a un petit souci là de Effectivement. connexion. Avec Fatima, voilà. D'accord. Mais Djibril, je suis très intéressée en fait par ton outil. Vraiment, c'est très intéressant et je connaissais pas du tout. Je trouve que c'est assez intéressant. Il faudrait à long terme qu'on puisse travailler ensemble. Oui, bah oui, bien sûr. Hein. Nous, on a la chance aujourd'hui, hein, l'opportunité. J'ai rencontré Expat Dakar il y a quelques mois. On a la chance aujourd'hui de travailler avec eux. Bien évidemment, notre objectif, moi, je me tue à dire que je suis pas concurrent des chasseurs de tête ni des, comment dire, des cabinets de recrutement. Puisque on a essayé d'avoir un outil complémentaire à leur travail. Et moi, parallèlement, il m'arrive des fois, maintenant je le fais moins parce que je suis concentré sur Digitaline, mais il m'arrive même en France d'accompagner, parce qu'on est incubé, d'accompagner des structures dans le recrutement, des startups, hein, des startups. Je l'ai fait il y a quelques années avec InTouch, donc oui, ce sera avec plaisir, bien évidemment, d'échanger avec vous, d'échanger avec, quand je dis vous, c'est Jules et toi, hein, avec Bien plaisir, sûr. pas de souci. Hein, c'est le but. Voilà, c'est l'objectif. Excellent. Parfait. Fatoumata, peut-être je te laisse reprendre. Oui. D'accord. Comme nous l'avions prévu au début, je pense qu'après les 3 interventions, nous allons essayer de répondre en fait aux questions qui ont été posées lors de vos interventions par les participants. Oui, on va les prendre une à une. Je sais pas si c'est comment ça va se passer. C'est toi qui va les reformuler ou on lit directement et chacun essaie d'apporter une réponse courte. C'est ça. Comment ça va se passer, Fatima? D'accord. Ok, d'accord. Je pense que nous allons poser des. En fait, j'ai reçu une autre question de la part de Steve. D'accord. Oui. Comment rassurer le collaborateur qui intègre en cette période? Ok, d'accord. Donc, il faut savoir que déjà... Voilà, il faut savoir que les collaborateurs qui intègrent en cette période, bon, au début, forcément, ils ne sont pas rassurés parce que déjà, un recrutement qui se fait carrément en ligne, sans contact et tout. Donc, ils sont réticents au début parce que le fait de devoir laisser une stabilité avec une autre entreprise et d'essayer d'intégrer une autre entreprise sans avoir à voir qui que ce soit, sans avoir même à visiter cette entreprise, parfois, ça peut être un peu difficile comme décision. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que déjà, une fois que la sélection est faite, c'est-à-dire qu'on a shortlisté les candidats, on a porté notre choix sur un candidat et qu'on a fait l'entretien final et tout, et que ce soit le candidat qui a été choisi. Donc, les premières choses à faire déjà, c'est d'envoyer tout ce qui est email, contrat pour la contractualisation, la sécurisation du process et tout. Donc ça met le candidat en position de sécurité. Ça, c'est la première des choses à faire. Une fois que la contractualisation est faite, il faut partager le maximum d'informations avec ce candidat-là. C'est-à-dire tout ce qui est documentation de l'entreprise, tout ce qui est documentation sur son poste de travail, tout ce qui sont des outils de travail. Il faut tout partager. Et le plus rapidement possible pour ne pas laisser une anxiété et tout. Donc, il faut vraiment partager le maximum d'informations possible, essayer de l'intégrer le plus rapidement possible au niveau de son équipe, même si c'est par voie informelle, par des textos, par des appels,
pour le rassurer et tout. Et une fois que le programme est lancé, c'est-à-dire les call conférences, l'onboarding et tout, là au moins le candidat sera plus ou moins rassuré. Parce que une fois que ce processus est lancé, bon, il a plusieurs contacts avec des membres de l'organisation, il commence plus ou moins à faire son travail. Là, il y a vraiment un sentiment de sécurité qui s'installe. Mais on parle de quel profil? On parle de quel profil? Que ça soit déjà les profils staff, c'est-à-dire pas métier, hein. Je veux dire les débutants ou parce que moi en fait ce que tu dis je suis d'accord, hein, mais les recrutements à distance sur des profils top middle management, ils n'ont pas forcément ce sentiment d'insécurité parce que par expérience, parce que plus de maturité, etc., etc. Mais là où je rejoins, c'est qu'effectivement sur certains profils, hein, qui n'ont pas d'expérience, bien qu'ils viennent de rentrer sur le marché du travail, oui, ça reste problématique. D'autant plus que notre culture est une culture de contact. Hein, c'est très important de voir, de toucher les gens, de les sentir, etc. Ce qu'on me reprochait beaucoup, par exemple, ici, parce que je leur dis, écoutez, moi, je viens dans un pays où on est toujours collé, hein, je veux dire, excusez-moi. Bon, ça, c'est une petite parenthèse. Mais pour les profils top middle management, c'est quand même différent, hein, c'est quand même différent. D'accord. Donc, il faut savoir que pour les profils top middle management, même en entreprise, une fois qu'ils sont déjà on board, c'est des gens qui ne sont pas tout le temps en contact avec leur équipe. Essentiellement, ils sont, surtout dans les multinationales, ils sont entre deux avions, ils sont entre deux pays et tout. Donc, c'est des gens qui ont déjà cette culture du travail à distance. Eux, ils ne posent pas de problème. Le problème, c'est que la majeure partie aussi des recrutements, c'est pas tous les jours qu'on recrute des top managers, quoi qu'on dise. Donc, la majeure partie, c'est soit des staffs, déjà, des staffs, des cadres et tout, qu'on doit recruter. Ou parfois aussi, il faut savoir qu'il y a aussi plein de recrutements qui se font au niveau du personnel agent de maîtrise et ouvrier. Ça aussi, c'est beaucoup de recrutements qui se font actuellement au Sénégal. Et c'est des personnes aussi qui ne peuvent pas démissionner du jour au lendemain et aller dans une autre entreprise alors qu'ils n'ont vu personne. Tout se passe soit par mail, soit par téléphone. Donc, moi, quand je parle, c'est à cause de cette tranche de population-là dont je parle. Et c'est des gens qui n'ont vraiment pas facilement un sentiment de sécurité. Ils n'ont pas facilement un sentiment de sécurité parce que déjà, leur position parfois n'est pas une position qui est vraiment résiliente. Même en entreprise, il y a l'insécurité qui les guette. Donc, vous vous imaginez, une fois qu'il s'agit d'un recrutement, une fois qu'il s'agit de changer d'entreprise, ça devient autre chose. Donc, c'est à ces types de personnes-là dont je parle. Et pour répondre un petit peu à Catherine, moi, je le vis un petit peu aussi en cabinet. Effectivement, comme l'a mentionné Djibril, pour les personnes top middle management, même l'approche d'entretien téléphonique, d'entretien à distance, faire des tests à distance, ils ont l'habitude. Effectivement, c'est les postes vraiment, on va dire, de premier niveau où on a le plus de difficultés. Mais pour moi, la clé, c'est la transparence. Tout simplement. Les personnes, quand elles ont en fait le sentiment que vous êtes transparent dans votre processus, que vous leur donnez tous les éléments. Aujourd'hui, nous, on ne cache aucun élément à un candidat. Quelle est la rémunération proposée? Quel est le type de contrat? Quelle est la durée? Comment ça va se passer? Quelles sont les différentes étapes? Et c'est ça, en fait, qui, au fur et à mesure, établit un rapport de confiance. Parce que le recrutement aussi, c'est la confiance. Hein. Même pour un top management, middle management, c'est, comme tu as dit tout à l'heure, les aspects liés aux soft skills sont importants, mais c'est une relation de confiance qu'on tisse. Et si on n'a pas confiance en l'entreprise, ben, on va pas continuer le processus, même pour les gens du top management. Et pour moi, la clé, c'est être transparent au maximum dans le processus. Voilà, et comprendre aussi les implications qu'il y a derrière. Quand aujourd'hui, on appelle un candidat et qu'on lui dit, OK, j'ai un poste pour vous, c'est que c'est vraiment un poste aujourd'hui où vous avez toutes les clés, vous avez tous les éléments lui permettant de prendre une décision. Le recrutement, c'est une responsabilité. Il ne faut pas se dire, bon, je vais placer un candidat, bon, j'ai besoin d'un chauffeur, je vais prendre un chauffeur juste pour prendre un chauffeur. Si aujourd'hui, je prends un chauffeur, je vois qu'il est dans une situation peut-être
plus sécurisante par rapport à sa position là où il est que dans un poste d'intérim où je sais que peut-être dans 2 mois, en 1 mois, il va perdre son poste, je préfère ne pas prendre cette responsabilité. Donc, c'est ça en fait. Le recruteur doit être responsable et doit être transparent. Oui, la dimension conseil. D'accord. Tu dis effectivement c'est cette dimension conseil qui est très importante. Au-delà de trouver l'individu, le CV, etc., il faut conseiller, accompagner. Et d'ailleurs, cette relation de transparence, c'est premièrement le recruteur qui doit le jouer, puisque c'est lui l'intermédiaire entre le client et. Voilà. Vous avez tout compris. Si aujourd'hui, nous, on fait mal notre rôle, en général. Oui, vas-y, Jules, excuse-moi. Non, allez-y, après je termine. Voilà, nous, c'est notre rôle en fait. C'est accompagner, conseiller et orienter. Il m'arrive des fois même des candidats qui sont dans le top management, qui se positionnent sur certains postes et je leur dis, monsieur, ce poste n'est pas fait pour vous. Très concrètement. Donc, c'est ce travail-là que nous devons faire et cette responsabilité, pas trouver juste un candidat pour trouver un candidat. Ça, c'est vraiment pas la bonne approche. D'accord. Alors. Bon, aussi, j'aimerais attirer l'attention sur cette question parce que quand on parle de confiance aussi, de mettre en confiance les candidats, il faut aussi que le recruteur ait vraiment un comportement assez responsable. Que ce soit le recruteur qui est en entreprise ou que ce soit le chasseur de tête ou le recruteur qui est dans un cabinet. Parce que déjà, quand on utilise un outil de digitalisation du process, il y a vraiment tout ce qui est au début du process, bien avant l'intégration. Même quand le candidat n'est pas retenu, il y a une lettre, une rejection letter qu'on envoie au candidat. Et ça, parfois, surtout au Sénégal, on ne voit pas. Vous pouvez voir un candidat déjà qui est dans une position d'insécurité, qui est en train de négocier un contrat ou quelque chose d'autre, mais juste parce qu'on l'a contacté, on l'a mis dans une situation vraiment embarrassante parce qu'il est là en train de comparer des propositions et tout, mais que ce candidat n'a pas été retenu, mais on n'a pas pris le soin aussi de l'informer et tout. Ça aussi, cela met en place un sentiment d'insécurité au fil du temps. Parce que plus tard, vous pourrez avoir besoin de ce candidat encore pour un autre poste, mais il n'aura pas confiance en vous parce que quand même la communication ne passe pas. Donc, la digitalisation du process permet aussi de pallier à ces éventualités-là. Donc, une fois que le candidat n'a pas été retenu à la fin du process, il y a automatiquement un mail qui lui est envoyé pour l'informer. Donc, ça aussi, on devrait plus attirer l'attention sur ça. D'accord, Jules. Alors, pour en revenir au thème dont nous débattons aujourd'hui, alors nous allons revenir aux questions. Nous avons une première question. Les entreprises auront à nouveau besoin de main-d'œuvre dès la reprise de l'activité, donc sûrement dès la fin de cette crise. Alors, on ne peut pas toujours répondre. En tout cas, face à la situation, déjà, compte tenu de cette crise sanitaire, on parle des crises économiques et des crises financières. Donc, il y a des choses, on ne peut pas tellement se prononcer. Moi, je pense, et il y a déjà des entreprises, Raki l'a rappelé tout à l'heure, il y a une baisse de l'activité, en tout cas du recrutement, mais les entreprises n'ont pas forcément gelé tous les recrutements. Ils ont décidé de conserver les recrutements les plus importants pour leur activité. Mais aujourd'hui, il faut s'attendre. L'Afrique aussi est moins touchée par le confinement, on va dire par la crise sanitaire. Donc ça, il faut espérer que les entreprises repartent de plus belle, c'est-à-dire qu'ils réinvestissent et qu'ils redécident, etc. Parce que souvent, en fait, quand il y a une crise, souvent ça peut être psychologique. On se rappelle de la crise de 2008 économique. En tout cas, en France, les gens, pendant 2 mois, les gens n'achetaient plus. Mais une fois que la crise, c'était une crise de confiance. OK? Psychologiquement, les gens font un blocage. Oh, il y a une crise sanitaire. Non, on va geler les recrutements. Mais après, il faut laisser cette situation passer. Je pense que beaucoup d'entreprises vont reprendre naturellement leur recrutement s'ils ne sont pas impactés économiquement et financièrement. Parce que c'est un budget de recrutement. Bon, maintenant aussi, il faut savoir que dans la vie active, il y a ce qu'on appelle l'effet domino dans les entreprises. Donc, une fois que, par exemple,
Prenons l'exemple d'un pays où il y a, surtout avec cette crise-là, plusieurs morts. Bon, il suffit que, par exemple, qu'il y ait une centaine de morts qui sont vraiment, qui font partie de la population active, qui sont des gens en entreprise, qui ont eu des postes et tout. Il suffit qu'il y ait vraiment ces départs-là, parce qu'on peut les appeler des départs. Il suffit qu'il y ait des départs comme ça. Donc, il y aura vraiment une révolution au niveau de toutes les entreprises, de tous les postes. Parce que ces gens-là devront être remplacés. Et même si on ne trouve pas des profils en interne, il va falloir trouver des profils en externe, c'est-à-dire faire recours au recrutement. Et à chaque fois qu'une seule personne bouge en externe, c'est encore plusieurs personnes qui vont bouger. Donc, forcément, même s'il n'y a pas beaucoup de main-d'œuvre, s'il n'y a pas un besoin grandissant en main-d'œuvre, il y aura au moins beaucoup de changements structurels, beaucoup de changements en ressources humaines au niveau de certains pays ou au niveau mondial aussi. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prévoir. D'accord. Alors, Jules et Guy, je pense qu'il serait difficile aujourd'hui vraiment de pouvoir se projeter et de dire, OK, ça va être le résultat à la fin. Vraiment, comme il l'a dit, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte et aussi en fonction des secteurs d'activité. Aujourd'hui, par exemple, le secteur sanitaire recrute beaucoup parce que voilà, il faut des personnes pour justement prendre soin de ces personnes dans le Covid-19. Donc, on va être prudent pour le moment et voir comment les tendances vont se définir. D'accord. On a une autre question de Monsieur Ibrahim Wagendiaï qui nous demande, pensez-vous qu'après la crise, les entreprises se lanceront vers le travail à distance? À distance, ok. Je pense naturellement. Naturellement, aujourd'hui, bon, principalement en Europe, je vais dire en Asie, parce que je ne sais pas si sa question concerne l'Afrique en particulier, mais en Asie et en Europe, déjà, c'était une tendance, mais je pense qu'elle va s'accentuer de plus en plus, cette tendance-là à travailler à distance, et surtout que cette crise, on ne sait pas encore combien de temps, on n'a pas encore trouvé de vaccin ni de sérum. Peut-être que les gens travailleront à distance pendant encore très longtemps. Et en Afrique, bien évidemment, pour nous, ça doit être un trigger. Ça doit être un déclencheur de changement. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous, en cabinet, déjà, nous avions plus ou moins cette culture-là, même si nous ne travaillons pas à distance, carrément, nous sommes dans nos bureaux, etc. Mais nous avions déjà cette culture de travailler, de faire des recrutements via différents outils. Les cabinets, je pense, vont forcément passer à ce business model-là, déjà pour des raisons économiques qui n'ont rien à voir avec la crise. Et là, les entreprises vont effectivement, naturellement, l'être humain, il est comme ça. Dès qu'il y a une contrainte qui se pose, voilà, dès qu'il y a quelque chose auquel il ne s'attendait pas, il va se dire, OK, donc je dois me projeter. Dans 5 ans, s'il y a encore une autre crise sanitaire, je dois être capable de pallier. Donc moi, je pense que ça va être un déclencheur de changement, de modèle de vie d'ailleurs. Ce ne sera pas seulement le travail, mais de modèle de vie. Moi, le mot que je retiens de ton intervention, c'est l'adaptation. D'ailleurs, l'adaptation qui est en soft skills, qui est très attendue chez les DRH, parce que tout simplement, dans une conjoncture assez compliquée, crise, etc., concurrence très exacerbée, c'est l'adaptation, c'est le fait de pouvoir s'adapter. Il y a aussi la notion de confiance. Moi, je pense que des fois, on est obligé, on va s'adapter parce que tout simplement, on n'a pas tellement le choix. Donc, ce modèle-là, cette nouvelle façon de travailler, le télétravail, oui, moi, j'espère que ça se démocratise parce qu'il faut que les entreprises aussi aient confiance à leurs collaborateurs, que ça soit réciproque. Souvent, c'est un problème de confiance. OK, est-ce que si je laisse la personne aller travailler chez elle, elle va bien faire le boulot? Et des études ont montré que les gens sont beaucoup plus productifs quand on leur fait confiance. Parce que c'est psychologique. Je suis chez moi, j'ai plus de comptes à rendre que quand je suis au boulot. Bon, après, il faut espérer que ça puisse impacter positivement cette nouvelle façon, apporter cette nouvelle façon de travailler. J'ai l'impression que Fatoumata a perdu un petit peu. Il y a une prochaine question. Bon, je vais prendre peut-être le relais. Je ne sais pas si Jules, tu voulais apporter une contribution à la question précédente. À la question précédente, bon, je préfère m'abstenir pour l'instant. Bon, voilà. La prochaine question, elle est de M. Fall. Donc, je veux savoir si le client a la possibilité de vous imposer le choix du recrutement digital ou physique. Donc, j'imagine que ça, c'est pour moi. La plupart du temps, aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un peu l'inverse qui est en train de se passer. C'est nous qui imposons aux clients du recrutement digital. Je vous explique.
Aujourd'hui, on a fait des recrutements, les entretiens physiques avec le client devaient se faire. Et pour des raisons sanitaires et surtout sur des postes où il faut rencontrer beaucoup de personnes, nous avons recommandé à notre client de faire des entretiens à distance via Google Hangout. Donc, très souvent, le client ne nous impose pas le recrutement digital. Je pense que les gens sont encore, et c'est normal, et nous aussi, ils sont encore très attachés à rencontrer la personne. C'est extrêmement important de rencontrer la personne, de voir comment elle est, etc., de pouvoir avoir une approche vraiment humaine. Mais il est très rare qu'ils nous imposent un type de recrutement. Le recrutement physique, effectivement, c'est le classique. Mais les clients restent flexibles aujourd'hui. Vraiment, je pense que tout le monde a compris le danger qu'il y a aussi par rapport à cette crise sanitaire et ils restent flexibles. Donc, en général, ils vont faire tous les processus via Google Hangout, Skype, etc. Et quand ils ont un candidat cible, là, ils le rencontrent en physique pour vraiment finaliser l'entretien en prenant en compte, bien sûr, toutes les mesures barrières. Le client maximise ses chances. Comme le candidat, le client maximise Alors, ses chances. nous avons une autre question. Donc, ce n'est pas dans son intérêt. Oui, Djibril. On avait pris le relais. J'avais posé la question de M. Fall. D'accord. Alors, on a une autre question. Quel est le pourcentage de vos recrutements suspendus suite au Covid? Peut-être cette question est plutôt pour Aki. Très difficile, hein. Même chose, très difficile aujourd'hui de donner des chiffres parce que il y a, en fait, dans le recrutement de manière générale, je vous explique. Sur 100 recrutements, il y en aura peut-être 50 ou 60 qui vont être finalisés. Et les 40 autres % vont être suspendus ou rejetés pour X raisons. Donc, ça peut être une suspension, ça peut être on n'a pas trouvé le bon candidat, ça peut être le client a trouvé quelqu'un en interne, etc. Donc, aujourd'hui, on est encore dans cette tendance-là. Sur les recrutements, je vais dire que ceux qui ont été suspendus, vraiment, ça reste quand même 30%. En général, quand on passe par un cabinet, c'est vraiment pour des postes assez stratégiques et assez essentiels. Donc, on n'a pas eu trop de suspensions suite au Covid. D'accord, merci Raki. Alors, une question à l'endroit de nos trois intervenants. Vous pensez qu'à la fin de cette crise, quel type de contrat sera privilégié? CDI, CDD ou bien le contrat en intérim? Je ne sais pas qui se lance. Jules, on t'a entendu. Vas-y, avance. Bon, il faut savoir que aussi les types de contrats, c'est en fonction du type de poste aussi. Donc, il y a des postes de top management ou de middle management qu'on ne peut pas mettre en intérim. Cela va de soi. Il y a aussi des postes de staff ou des postes d'agents de maîtrise. Bon, la majeure partie de certaines entreprises, ils les mettent en intérim ou ils font recours au outsourcing. Ce qui est sûr, c'est que vraiment, il n'y aura pas de changement majeur dans la gestion des contrats. Il n'y aura pas de changement majeur. Mais attendez-vous quand même à plusieurs solutions d'outsourcing après cette crise. Donc, tout ce qui est entreprise d'intérim, entreprise outsourcing, tout ça, bon, il y aura quand même un renouveau au niveau de ces entreprises-là. Parce que aussi, il faut savoir que beaucoup d'entreprises qui ont eu à expérimenter cette crise-là et qui n'ont pas su digitaliser leur processus bien avant sont actuellement dans des difficultés, dans beaucoup de difficultés. Donc, c'est des entreprises aujourd'hui qui, une fois qu'ils auront relancé leur activité, ils ne vont pas prendre certains risques de mettre tout le monde en CDD, CDI, tout ça. Non. Donc, il y aura une grande partie du personnel qui va être outsourcé. Ça, c'est quelque chose d'assez sûr. Voilà. Bien sûr. D'ailleurs, l'histoire, dans les crises précédentes, on montrait ça. Les entreprises ne vont pas se lancer tout de suite. En dehors des postes stratégiques, comme Jules l'a précisé, ils ne vont pas se lancer dans des CDD globales. Ils vont forcément faire de l'intérim et des CDD.
Et d'ailleurs, c'est par ça, c'est particulier au Sénégal. Hein. Les gens ont plus recours au CDD, à l'intérim, que forcément au contrat, on va dire CDI, quoi, en dehors de certains points. D'accord. On va terminer avec Raki. Oui, par rapport à la question, je pense que je vais rester sur la même ligne. Hein. Aujourd'hui, vraiment, je ne sais pas si on peut dessiner des tendances en se disant, bon, il y aura plus de CDI. En fait, ça dépend du type de poste, voilà, du niveau de responsabilité. Comme il l'a dit, le middle management, le top management, je ne pense pas qu'on va passer à l'intérim ou au CDD directement là tout de suite. Il y aura des changements, mais très difficile de dire est-ce que voilà, ce sont des changements profonds en termes de contractualisation, je ne sais pas. Vraiment, en toute honnêteté. Je vois qu'il y a des contributions et des questions. Fatoumata, tu veux encore poser une question Oui, je pense qu'on a une autre question. Comment lier la politique de rémunération au recrutement? Ça se fait en amont. Hein. Je veux dire, toutes les entreprises, je pense. Hein, après, c'est pas systématique toujours au Sénégal, mais quand on a un département RH, quand on commence à recruter, à avoir à staffer dans son équipe, il faut déjà réfléchir à ça. Et ça, c'est le rôle des RH de déjà travailler à ça. Et parce que la plupart des entreprises, même qui existent, en fait, qui ont une dizaine d'années d'expérience, n'ont pas forcément une grille de salaire, une politique de rémunération. Et la politique de rémunération et la grille de rémunération, ça permet une meilleure organisation en termes de communication. En termes de communication, ça c'est primordial, c'est important. Comment lier la politique de rémunération? Ça, il faut le faire en amont. Hein. Il faut le faire en amont. Après, on peut toujours se rattraper. On peut toujours se rattraper. Parce que c'est pour éviter, par exemple, que on recrute en fait en fonction des têtes que l'on a, ok, et des affinités, etc., etc. On a une grille, on la respecte. Mais après, au Sénégal, on trouve toujours des spécificités. Je vais taire le nom, mais moi, je l'ai vécu. L'une de mes premières missions, ça a été, par exemple, au Sénégal, de travailler sur une grille de salaire. Et une fois que le grille de salaire a été validé, bah, l'entreprise continue à recruter. Mais des fois, j'avais des débats, mais à quoi sert la grille de rémunération s'il faut chaque fois négocier sur les salaires? Et ça, on se rend pas compte, mais ça permet de gagner énormément de temps, d'avoir tous les outils et tous les process en fait qui permettent de faciliter la relation avec les collaborateurs. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Voilà. D'accord. D'accord. Alors bon, on vous demande en vos qualités de porteur de voix, quels sont vos messages de sensibilisation aux entreprises qui continuent aujourd'hui à accueillir leurs travailleurs sur place? Raki? Bon, on a eu des retours sur ça quand même. Il y a des entreprises aujourd'hui qui n'ont pris aucune mesure en ce qui concerne le télétravail. Tous les employés sont actuellement au bureau, qui continuent de faire leurs tâches normalement. Moi, je me dis que aussi il y a vraiment une irresponsabilité sociétale d'entreprise dans ce type de contexte-là. Parce qu'une entreprise qui se respecte, qui a un département HSE ou au moins un responsable HSE et qui fait bien son travail ou qu'on laisse faire son travail, donc ne va pas faire ou n'aura pas ce genre de comportement en ces périodes de crise. Parce que comme les autres intervenants l'ont déjà dit, c'est pas tous les postes de travail qui sont vraiment indispensables. Il y a plein de postes qui peuvent s'exercer à distance, à la maison. Donc, l'entreprise, quand même, doit prendre la responsabilité de diminuer le maximum de personnel sur place, de réduire le maximum de personnel sur place. Donc, tout poste qui vraiment peut se faire à distance doit vraiment, on doit donner plein de moyens à ces employés-là pour pouvoir exercer leur travail à distance. Maintenant, qu'ils n'aient pas eu à le faire et tout, moi, je pense que ce n'est pas de notre ressort. Peut-être que l'inspection du travail et tout pourra faire quelque chose en ce sens.
Donc, s'il y avait vraiment des décrets ou vraiment des législations en cette période de crise qui traitent spécifiquement de ce type de sujet-là, au moins, ce serait aux autorités compétentes de gérer ces types de questions. Mais pas au RH ou pas à nous, en tout cas. D'accord, d'accord. Alors, on va passer à la dernière question. Pensez-vous que les entreprises qui n'ont pas su digitaliser leur système de recrutement pourront subsister? En tout cas, ils vont pas être aussi réactifs que le serait une entreprise qui a déjà digitalisé. Ça, c'est un grand travail. En fait, il y a beaucoup d'entreprises, surtout dans le secteur informel, et c'est le secteur informel qui recrute aussi le plus, hein. Faut le rappeler, en tout cas au Sénégal. Il y a beaucoup d'entreprises qui doivent faire ce travail. Les entreprises aussi ne font pas, certaines entreprises, à leur décharge, mais je ne défends pas, je ne suis pas l'avocat du diable, à leur décharge, il y a beaucoup d'entreprises aussi qui ont loupé, hein, toute cette partie, c'est quand tu n'as pas d'outils au niveau organisationnel. Quand tu n'as pas d'ordinateur portable, il est compliqué de faire du télétravail. Hein, donc, les entreprises qui ont recoupé cette coche, bien évidemment, ils vont le ressentir. Et sur le long terme, le digital aujourd'hui est partout. Hein, l'intelligence artificielle aussi va se démocratiser dans les années à venir. Beaucoup d'études l'ont montré. Donc, on est obligé d'aller vers ça parce qu'en fait, c'est le contexte qui nous l'impose, quoi. Et les situations de crise, donc forcément, les entreprises qui vont pas le faire, ils vont avoir du retard. Parce que la plupart des profils, les profils ne passent plus, ne déposent plus leur CV. Ça se fait encore au Sénégal. Mais c'est très rare de voir un profil déposer son CV physiquement dans les boîtes. Hein. Tout se passe maintenant dans le digital. Et ça va s'accentuer. Une fois, on m'a posé cette question, je vais finir dessus. On m'a demandé si le CV, lors d'un débat, si le CV allait disparaître. Ce qu'on note, par exemple, sur LinkedIn. Et je viens de partager, hier, j'ai partagé un message d'un contact ici en France qui m'a envoyé un post pour que je like et que je partage. Et cette personne a postulé de façon originale. Il n'y avait pas de CV. Il a mis sa photo. OK? Il a mis sa photo. Il a décrit à travers, en fait, une bouteille de jus. Il a décrit, en fait, toutes ses compétences. Mais c'est très original. Il a reçu des centaines. Et ça, l'objectif, en fait, de faire ça, c'est de se démarquer, en fait, sur le marché du travail. Et c'est pareil, les entreprises qui ne se digitalisent pas ne se démarquent pas. Et sur le long terme, elles vont mourir. Donc petit à petit, hein, elles vont pas disparaître du jour au lendemain, mais elles vont mourir parce que tout simplement, elles ne s'adaptent pas. Ok, aussi, j'aimerais apporter une intervention parce que ce que Djibril a dit, c'est une réalité qu'on vit tous les jours. Les entreprises qui n'ont pas su se digitaliser aujourd'hui, bon, ils courent à leur perte. Même si ce n'est pas le recrutement, mais que ça soit tout le process administratif, tout le processus de production, si on n'arrive pas à automatiser ces processus-là, on court à notre perte. Déjà aussi, il y a l'aspect résilience des postes. Aujourd'hui, dans la digitalisation des process, surtout avec la plateforme que Djibril a proposée, il y a beaucoup de multinationales aujourd'hui qui utilisent à peu près la même chose avec les tests psychotechniques et les profils PI et PLI. Aujourd'hui, vous pouvez avoir, par exemple, 5 profils qui se valent, 5 profils qui sont très bons. Mais ce sont ces tests-là, ces tests digitales-là qui vont faire la différence. Parce qu'il faut voir l'affinité entre la personne qui va occuper le poste et ses administrés, ou l'affinité entre la personne qui va occuper le poste et son futur manager. Tout cela, c'est des trucs qu'il faut prendre en compte. Et si vous ne pouvez pas digitaliser votre processus, si vous ne faites pas de tests au préalable, que ce soit les tests psychotechniques, les tests de personnalité, les tests techniques et les tests de profil et tout, donc vous courez à votre perte. Vous risquez de recruter une personne très compétente et tout, mais qui à la longue ne va pas durer dans son poste. Parce qu'il n'y a pas cette notion d'affinité-là ou de compatibilité entre cette personne, entre ce profil et les autres profils avec lesquels ils interagissent. D'où l'utilité aujourd'hui de cette plateforme de Digitaline. Moi, je trouve que franchement, c'est une très bonne idée pour le recrutement. D'accord, merci beaucoup, Jules. Alors, je vais vous lire deux contributions de participants avant le mot de la fin. Donc, on a une contribution de Yoro Falingay qui nous dit que pour certains postes, les sociétés peuvent alléger les craintes des nouveaux employés en adaptant leurs identités digitales. Par exemple, la société peut faire des visites virtuelles de leur bureau sur leur site web aux nouveaux arrivants afin de leur donner une
idée de leur futur bureau. Nous avons une contribution de M. Frédéric Célestin Goudiaby, qui pense aussi qu'en plus des aspects contractuels, il est important de présenter le nouveau collaborateur par mail à ses nouveaux collègues et c'est important qu'il soit in. Alors, donc, je pense que nous arrivons au terme de ce webinaire. Nous avons un peu dépassé le temps imparti, mais je pense que c'était nécessaire parce que c'était assez instructif, mais aussi vu l'intensité des interventions. Alors, avant de finir, je vais vous demander vos mots de la fin à Raki, Djibril et Jules. Raki, à toi l'honneur. D'accord. Alors, Raki, quel est ton mot de la fin? Mon mot de la fin, j'ai été vraiment contente de pouvoir participer à ce webinaire et moi aussi, j'ai beaucoup appris via les échanges, via aussi les contributions qu'on a eues avec Djibril et Jules. Vraiment, j'ai appris d'autres approches et d'autres manières de faire et c'est toujours important. Mais mon mot de la fin, c'est d'abord stay home. Restez chez vous le maximum possible, respectez les mesures d'hygiène et de sécurité, vraiment les mesures de distanciation, portez votre masque à l'extérieur. Aujourd'hui, pour moi, la priorité, c'est vraiment répondre à l'urgence sanitaire avant tout. Donc, vraiment respecter parce que le Covid-19 reste une pandémie quand même importante et pensez aux autres. Protégez-vous et protégez votre famille. Et bien évidemment, les autres autour de vous. D'accord. Alors, Djibril? Merci à l'équipe, à la team Expat, Steve, Sorna et Fatoumata pour cet échange. C'est un réel plaisir de rencontrer Raki, Jules. Je pense que ça va nous permettre d'avoir des discussions aussi assez alléchantes et intéressantes par la suite. Bien évidemment, je pense que dans cette situation, ce qui est important de rappeler, c'est que les gens respectent les mesures barrières, les gestes qui continuent d'avoir les gestes barrières, qui continuent de respecter les mesures de sécurité et d'hygiène, parce que on le fait pas que pour soi, on le fait pour tout le monde. Donc, en espérant aussi que les entreprises prennent la mesure de cette situation et mettent en place ce qu'il faut, les mesures de sécurité pour protéger leurs collaborateurs. Et bien évidemment, pour rester toujours positif. Quelles que soient les circonstances, il faut voir les choses du bon côté. Ce confinement, bien qu'il nous impacte tous négativement, mais on peut trouver beaucoup de bonnes choses dans ce confinement-là. Donc, c'est le mot de la fin. En tout cas, ce qui me concerne, ce fut un réel plaisir. C'était vraiment des échanges très enrichissants. Et comme on le dit dans la vie, toujours on apprend. Donc, moi, en ce qui me concerne, j'ai appris aujourd'hui quand même de vous, de Raki, de Djibril, de tout le monde. Et j'espère que aussi après cela, on aura l'occasion d'échanger encore, que ça soit sur LinkedIn, que ça soit aussi sur des posts qu'on va publier plus tard, ou sur les commentaires aussi. Maintenant, mon mot pour la fin, c'est vraiment la digitalisation des process. Quel que soit Alpha, c'est une bonne chose. Mais aussi, il ne faut pas que le recrutement perde son aspect humain. Donc, restons humains, quelle que soit la situation. Voilà. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup à vous pour vos très, très pertinentes interventions. Nous nous excusons de ne pas avoir pu répondre à toutes les questions. Un mail sera envoyé plus tard à l'ensemble des participants. Merci à tous les participants d'avoir pu libérer de leur temps pour assister à ce webinaire. Alors, moi aussi, mon mot de la fin, ce sera de vous prémunir de ces deux éléments, à savoir votre masque et votre gel, et surtout, stay at home. Merci à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, allez.